Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné 39e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Dernière émission de la saison. Nous nous séparerons en juillet et en août pour mieux se retrouver en septembre. Les Zoom Ciné, c'est une émission hebdomadaire sur Radio Soleil Provençal, composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu ou qui l'ont faite, que nous avons rencontrés pour vous. Cette semaine, nos rencontres vont tenir compte de l'actualité cinématographique, des films qui sortent et puis des films qui sont déjà sortis avec des personnalités que nous avons rencontrées. Nous avons rencontré notamment à La Ciotat, le réalisateur du film Nouveau Monde, au festival de La Ciotat, berceau du cinéma. Le film est sorti le 19 juin. Six pieds sur terre. Nous l'avons rencontré aussi, ce réalisateur et l'acteur principal, au festival de La Ciotat, berceau du cinéma. Le film est également sorti le 19 juin. Nous avons rencontré également la réalisatrice du film En attendant la nuit, également à La Ciotat. Le film est à l'affiche depuis le 2 juin. Nous avons rencontré aussi un film qui est à l'affiche depuis le 22 mai, Colloque de choc, avec la réalisatrice et la comédienne principale. Vous voyez, donc là, il y aura des extraits des questions que j'ai posées, réalisateurs, réalisatrices et comédiens. Aujourd'hui, ce 26 juin, sort dans les salles Le Comte de Monte Cristo. L'équipe était au Festival de Cannes et nous étions à la salle des conférences de presse et nous avons aussi posé une question. Ce 26 juin, sort dans les salles le film de Takis Kandilis, L'enfant qui mesurait le monde. Nous avons rencontré le réalisateur aux rencontres du cinéma de Gérard May. Donc voilà tout ce qui vous attend dans cette émission. Le tout sera accompagné de bandes originales de musique de films célèbres. Vous allez vous amuser à les reconnaître. Il y aura bien sûr la rubrique de Théo. Bonjour Théo. Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nostalgie et de l'âge d'or d'Hollywood. Je voulais vous parler de Once Upon a Time in Hollywood. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Rick Dalton, un acteur de télévision qui a connu des années meilleures, et son cascadeur de longue date, Cliff Booth, s'efforcent d'atteindre la gloire dans le succès dans l'industrie cinématographique au cours de l'âge d'or d'Hollywood en 1969. Réalisé par Quentin Tarantino en 2019, dont c'est le 9e film, Once Upon a Time in Hollywood est un véritable cadeau d'un cinéphile à des cinéphiles. L'idée qui a donné naissance à Once Upon a Time in Hollywood et à la relation entre Cliff Booth et Rick Dalton sont nées sur le tournage de Boulevard de la Mort, un autre film de Tarantino sorti en 2007. Ce dernier a confié qu'il a été témoin d'une discussion entre le comédien Kurt Russell et son cascadeur assis dans des chaises de réalisateurs. Quentin confie s'être dit « Wow, c'est une relation fascinante, je le savais que ça existait. » Steve McQueen avait une vraie relation avec sa doublure, Burt Reynolds également. Si jamais je fais un film sur le monde du cinéma, ça pourrait être une porte d'entrée assez unique dans cet univers. L'écriture du scénario a demandé à Quentin Tarantino 5 ans de travail. C'est le deuxième plus gros budget pour un film réalisé par Quentin Tarantino qui chiffre 95 millions de dollars, le premier étant Django Unchained avec 100 millions de dollars. Ce film explore l'époque de l'âge d'or d'Hollywood et se déroule pendant l'été 69.
De nombreuses personnalités du cinéma sont incarnées à l'écran comme Bruce Lee, dont l'incarnation sera sujet à polémique, et d'autres acteurs célèbres tels que Steve McQueen, mais aussi Roman Polanski et sa défunte épouse Sharon Tate, assassinée sous les ordres du gourou et tueur en série Charles Manson, qui est également incarné à l'écran le temps d'une courte apparition. Le film recevra un accueil plutôt mitigé, car personne n'attendait Tarantino dans un registre nostalgique sur la beauté d'une époque passée, son insouciance et sa magie. Brad Pitt recevra un Oscar pour le meilleur second rôle et Brandy, son Pitbull, sera récompensé de la Palme d'Og au Festival de Cannes pour son interprétation mordante. Le film remportera également l'Oscar des meilleurs décors. Nous sommes en 1969, au tournant d'une époque décisive pour les États-Unis, mais aussi pour le monde du cinéma. L'âge d'or d'Hollywood, une période de 3 décennies, est représentée par un contrôle intégral par les grands studios comme la Warner et la Fox de tout ce qui touche à la création d'un film. Le code Hays, un contrat de censure, interdisait à l'époque l'exploitation de thèmes tels que la sexualité, la corruption, la violence, afin de, soi-disant, protéger les spectateurs. Mais à la fin des années 60, la nouvelle génération a envie d'autre chose. Elle se sent plus proche du peuple, de sa jeunesse et de sa liberté intellectuelle. C'est la création du nouvel Hollywood et l'apparition de films tels que Easy Rider et l'ascension de réalisateurs tels que Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, etc. L'année 1969 fait le pont entre deux générations, entre deux expressions de cinéma. C'est la fin des idoles dépassées telles que celles représentées par Rick Dalton et l'ascension de nouveaux talents tels que Sharon Tate, qui restera comme le symbole d'une jeunesse en quête de visages qui lui ressemblent. Ce qui oppose Sharon Tate et Rick Dalton, c'est exactement ce qui séparait l'âge d'or d'Hollywood et une nouvelle jeunesse impatiente d'exprimer leurs troubles et leurs paroles dans le 7e art. Once Upon a Time in Hollywood est un film majeur dans la filmographie de Quentin Tarantino. C'est sans doute son projet le plus personnel et le plus chargé en références. C'est surtout le film de Tarantino qui parle le plus de cinéma, autant au niveau de l'histoire de l'industrie, mais qui dresse également le portrait d'une époque passée dont Tarantino se souvient avec passion et nostalgie, comme en témoignent les stations de radio qui ponctuent le film et ses scènes de contemplation émouvantes. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de découvrir ou de redécouvrir Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Moi, je retourne jouer du lance-flamme. Et comme dirait Tarantino, viva le cinéma! Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
engaged wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Nous avons rencontré aussi un film qui est à l'affiche depuis le 22 mai, Colloque de choc, avec la réalisatrice et la comédienne principale. Nous avons le grand bonheur, Élodie Lélu et son actrice Fantine Ardouin pour Colloque de choc. Premier long métrage déjà sorti. En fait, bon, c'est un film très autobiographique. Il y a même des séquences que je n'ai pas du tout écrites, comme celle au bar. Où la grand-mère fait un cours d'éducation sexuelle aux jeunes filles. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc j'avais de l'âge de 16 ans, quoi, l'âge de maman. Et je me suis toujours dit, si je fais mon premier film, je voudrais parler de cette expérience avec ma grand-mère, parce que je l'ai accompagnée dans cette maladie jusqu'au bout. Avec ma famille, on a fait des jeux de rôle comme ça, où moi j'ai joué le rôle de ma mère pendant plus de 4 ans. Donc voilà, je me suis dit... En continu? Alors, pas en continu, parce qu'il y avait des moments où elle nous prenait pour d'autres. En fait, en fonction d'elle, quoi. Comme une météo, quoi. Et on avait la chance d'avoir une neurologue, justement, qui nous avait dit il ne faut pas contredire le malade, il faut l'accompagner dans son passé, en fait, parce que c'est pas des délires, c'est juste qu'il revit son passé. Et ça aide à rester en communication. Et c'est vrai que, voilà, ma grand-mère, jusqu'au bout, je pense, je suis restée en communication avec elle, quoi. Donc je voulais raconter cette histoire, et en même temps c'est quand même un sujet qui rebute un peu, Alzheimer, qui fait un peu peur. Les financiers, comment ils réagissent? Voilà, ça passait pas très bien. Donc c'est comme ça que je me suis dit, en fait, au lieu de faire un film sur la maladie d'Alzheimer, je vais plutôt faire un film sur une jeune fille qui, grâce à sa grand-mère, devient une femme. Donc j'ai appris un peu, au lieu de faire un film sur la dégénérescence, j'ai fait un film sur la création d'identité et comment on devient quelqu'un grâce aux malades. Justement, j'ai l'impression à travers ce film que vous rendez hommage au corps médical par rapport au personnage d'Émilie Dequesne qui dit on va bien s'occuper de vous. Donc c'est vrai que souvent on a des réticences par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que vous avez été satisfaite et puis en même temps vous rendez hommage à ces personnes-là. Et puis Fantine, moi j'aimerais savoir... comment on ne vous connaît pas trop, donc est-ce que c'est... comment avez-vous commencé votre carrière et qu'avez-vous fait depuis... comment voilà, vous êtes venu sur le film et qu'est-ce que vous avez fait avant? Merci. Je te laisse commencer. Par rapport au corps médical, nous on a eu la chance d'être accompagnés par des personnes qui étaient un petit peu avant-gardistes. Donc moi je rends hommage à ces personnes-là, parce que maintenant, aujourd'hui... Bon, il y a des gros problèmes avec les EHPAD, ça je suis d'accord, mais il y a quand même pas mal de personnes qui pratiquent ces lieux de souvenirs pour les gens qui ont Alzheimer et tout. Et par exemple au Canada, parce que c'est un film qui est coproduit avec le Canada, ils ont beaucoup de thérapies, ils sont très en avance sur le langage non verbal et tout ça. Donc voilà, moi je pense que plutôt que d'accabler certains aspects du corps médical, je préfère montrer des solutions et encourager dans un sens. Moi, du coup, j'ai commencé le cinéma très très tôt, en fait. J'ai commencé à 7 ans. Donc, je me rappelle pas de ma vie sans cinéma. Enfin, littéralement, je pense, j'ai pas vraiment souvenir de moi à 6 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment toute ma vie. Du coup, j'ai grandi là-dedans. Je suis devenue une femme là-dedans. Enfin, c'est vraiment toute ma vie. J'ai commencé par des courts-métrages. J'ai fait plusieurs longs-métrages en Belgique, en France, des séries. Dans une série, vous m'avez peut-être vu dans une série TF1 qui s'appelle Prométhée, je sais pas, enfin c'est des trucs un peu connus, voilà. Mais oui, j'ai fait mon chemin, j'ai continué à faire les cours à côté, c'était un peu mon hobby qui devient maintenant mon métier, vu que maintenant j'ai 19 ans, donc je suis une adulte, normalement. Donc ça devient mon métier, mais de base c'était juste ma passion, quoi. C'était ce que j'aimais faire, et maintenant j'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime faire. Et puis j'espère que ça va continuer, donc voilà, je continue mon chemin là-dedans et on croise les doigts. Voilà. Le prix du public pour le meilleur long métrage est décerné à Élodie Lélu pour Colloque de choc. Un grand merci au public, je suis vraiment hyper touchée. Merci à Isabelle Masson et à toute l'équipe du festival pour cet accueil incroyable.
Alors moi je suis d'autant touchée que dans ma démarche je mets toujours le spectateur au centre, que ce soit à l'écriture, au tournage, au montage. Donc avoir ce prix pour moi ça prend tout son sens. Je fais partie, je pense, des cinéastes peut-être un peu naïfs qui pensent qu'un cinéma peut permettre aux personnes de mieux dialoguer ensemble, de mieux vivre ensemble. C'est pour ça qu'en tout cas je fais ce métier. Et donc j'espère que le public a bien fusionné autour de ce film et que ça va permettre de délier les langues sur des sujets parfois un peu tabous. Voilà, encore merci à vous. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Quand viennent les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Nous avons rencontré également la réalisatrice du film En attendant la nuit, également à La Ciotat. Le film est à l'affiche depuis le 2 juin. Oui. C'est une question pour Céline. Quand on s'attaque à un tel genre de film, est-ce qu'on s'inspire de certaines choses dans certains autres films, ou est-ce qu'on fait table rase de tout ce que vous avez pu voir sur ce genre? C'est une difficulté, ça, je pense. En fait, c'était d'abord un drame romantique, donc c'est vrai que les références qu'on a ne sont pas que des films de vampires ou de monstres. Donc il y avait Sidney Lumet, Virgin Suicides, Call Me By Your Name, enfin Swedish Love Story, beaucoup de parasites, même pour la tonalité jubilatoire, la famille qui a un plan. Et après, pour les films de vampires, il a fallu que je revoie, donc comme je le disais, j'étais plus inspirée par des films de monstres, mais il a quand même fallu, le vampire, il fallait moi que je me familiarise avec quand même cette figure qui est écrasante, et avec ses codes, et comment est-ce qu'on va pouvoir jouer des codes, et parce que selon certains films ou certains écrits, le vampire peut être le soleil ou pas, a peur de l'ail, est-ce qu'on fait exister ça, est-ce qu'on s'en fout? En l'occurrence, on s'en fout un peu dans ce film. Il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail. Enfin voilà, donc ouais, il a fallu beaucoup m'imprégner pour en lire. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi le vampire? Qu'est-ce qu'il a représenté à travers les âges? C'est hyper intéressant de voir que selon les époques, il va représenter la prédation, la marge, la dissidence, la contamination. À un moment, je crois que c'était le sida. Donc c'est... Même à un moment, moi je voulais que ça se passe dans les années 90, pendant le sang contaminé. Et faire exister le sang contaminé était un vrai problème parce que tout à coup ça donnait un film là-dessus. Donc il a fallu se débarrasser aussi de ça. Enfin, voilà,
Mais en étant guidée de toute façon par l'émotion que je voulais susciter, le sens que je voulais donner à cette histoire. C'est finalement un monstre fragile qui fait tout pour rentrer dans le moule et qui essaie d'être aimé dans sa vérité et qui va finir par subir ce que vivrait un vrai monstre, par être rejeté par la société. Et voilà, et donc et une famille du coup qui va essayer de voler du sang. Enfin, comment on fait pour aussi empêcher son enfant de devenir carnassier. En fait, il est quand même transfusé, c'est sa mère qui va le nourrir pendant très longtemps, avec ce lien qui les lie, qui est comme un cordon ombilical, et puis à un moment, on n'en peut plus, il grandit, il faut qu'il s'émancipe, et donc on va aller chercher le sang à l'extérieur, mais toujours ce sang est d'abord médicalisé, et puis petit à petit, lui il va goûter au sang de Camilla, et ça devient dangereux et désirable, et enfin, voilà, c'était tout un tas de réflexions sur même comment on filme le sang, voilà, tout ça quoi. Et en même temps, il y a un manque, comment dire, par rapport à la santé, il peut y avoir un manque de sang par rapport au milieu médical, et donc on peut faire une métaphore en fonction des personnes qui manquent de sang et qui périssent par rapport à ce manque de sang. Donc moi j'ai senti un parallèle à ça. Je ne sais pas si... Ce qui est super, c'est qu'on peut ressentir un parallèle, enfin beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce film, les hémophiles aussi. Enfin, moi, je suis contente si ce film fait écho à beaucoup plus de choses qu'au simple handicap ou à la dépression. Enfin, voilà, ça parle de toute façon des fragilités. Qu'est-ce que c'est que d'être fragile ou d'avoir une singularité et de se retrouver dans un monde qui ne nous fait pas de place. Écoutons maintenant la musique du Château solitaire dans le miroir. La musique a été composée par Urami Fuuki.
La Ciotat, le réalisateur du film Nouveau Monde, au Festival de La Ciotat, berceau du cinéma. Le film est sorti le 19 juin. Donner une mention spéciale à un film qui nous a particulièrement touchés par son sujet, qui nous a touchés aussi par la démarche totalement indépendante et fervente du réalisateur, par la grâce incroyable des acteurs, la vérité du film, et surtout, par-dessus tout, pour sa poésie. Voilà, donc le prix. Le prix revient à Vincent Capello pour son magnifique film Nouveau Monde. Merci beaucoup. Merci au jury. Vous avez tous fait des choses qui ont été dans mon parcours. Et je vais juste parler de La Présidente, La Bonne Année, c'est un de mes films préférés. Et j'étais avec Claude Lelouch à Vierzon le week-end dernier et je me disais que c'est le plus punk d'entre nous et je veux faire Claude Lelouch quand je serai grand. Et donc je vous remercie parce que je vais d'abord remercier bien le jury parce que ça va me porter, parce que voilà, j'ai fait ce pari que la chose essentielle pour faire du cinéma, c'est la foi. Et donc j'ai décidé dans cette démarche totalement indépendante de produire le film et de le distribuer, et il sort le 19 juin, dans 10 jours. Et je commence à travailler à 7h le matin, à 20h j'arrête de travailler, et j'ai l'impression que la montagne de travail n'a pas diminué, et en vrai c'est le prix à payer pour la liberté dans laquelle j'ai pu créer ce film qui m'était extrêmement nécessaire, et ça va me porter en fait là de me regarder comme vous me regardez aujourd'hui. Ça va me porter pendant 10 jours, là. Ne serait-ce que les salles qu'on va rappeler encore pendant 10 jours, là, on peut leur dire que vous l'avez bien regardé ce film. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. La bonne année, je la vois dans tes yeux. Ne dis rien, on est bien tous les deux. La bonne année, c'est de pouvoir rêver que tout peut arriver cette année. La bonne année, c'est le sourire d'un homme qui dit la vérité comme un homme. La bonne année, elle vient après Noël, c'est un cadeau du ciel. En hiver, la bonne année. Six pieds sur terre. Nous l'avons rencontré aussi, ce réalisateur et l'acteur principal, au festival de La Ciotat, berceau du cinéma. Le film est également sorti le 19 juin. Nous sommes heureux d'attribuer à l'unanimité
le prix Jury Jeune du meilleur long métrage, À 6 pieds sur terre de Karine Bensala. Bon bah j'ai absolument rien préparé. Merci à vous. Merci, en fait ça me donne beaucoup d'espoir de recevoir un prix jeune, jury jeune. J'ai l'impression que, en fait, je suis de plus en plus angoissé avec l'état du monde et de voir que voilà, des jeunes portent ce regard-là sur mon film, sur un film, là je ne crois pas au choc des civilisations, ça c'est sûr. Et voilà, je pense que le futur est entre vos mains et voilà, vous m'en donnez la preuve. Donc merci énormément. Merci au festival, à l'équipe et à cet accueil merveilleux. Est-ce que tu peux déjà nous resituer l'envie de ce film? Est-ce qu'il y a un moment précis? Est-ce qu'il y a un déclic sur la initiale? Absolument. Alors le projet, on m'a raconté cette histoire. Donc c'est l'histoire de quelqu'un. Qui existe, c'est une histoire vraie au départ, et du coup, voilà, ça a piqué ma curiosité, j'ai rencontré cette personne, et je l'ai interviewée. J'ai commencé à travailler de manière documentaire. Absolument, absolument, et donc j'ai commencé à écrire le scénario à partir des interviews, et ce qui me plaisait beaucoup au départ, c'était le fait que le personnage soit un étranger. Vraiment, il arrive au sein d'une communauté de la même origine, mais il se sent quand même étranger. Et que du coup, il venait un peu... il avait du coup aussi une place sociale qui était, il était déclassé d'une certaine façon. Et voilà, cette condition, cette place sociale le faisait voir les choses différemment. Maintenant, on va passer donc au prix du jury pour la meilleure interprétation masculine. À Hamza Meziani. Non, je suis très heureux, vraiment. Ça a énormément de signification, en tout cas pour moi, ce prix, parce que c'est le premier, ça fait 10 ans. Je viens de l'abîmer en plus. Là. Allez, hop. J'espère pas. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Merci. Ça fait 12 ans que je fais ce métier. Et je persévère toujours. C'est un métier qui est assez compliqué. Il y a des gens qui réussissent directement, qui peuvent faire enchaîner des films, des cours, du théâtre. Je trouve que c'est un métier assez noble et très dur. Merci énormément. C'est un métier assez dur parce que, entre-temps, il faudrait apprendre, continuer à se former, travailler aussi, parce qu'on ne travaille pas tout le temps. Donc c'est avec un grand merci que je vous remercie, j'allais dire, mais je le redis. Merci au public, en tout cas, de vous être déplacé pour venir voir toute cette sélection. Comme disait Anthony, ça fait toujours plaisir, en tout cas, de voir les gens directement en face à face. Question pour Hamza. Les séances de thanatopracteur, est-ce que vous en avez rencontré un? Comment vous avez travaillé là-dessus? Et puis en même temps, la question s'étend aussi au réalisateur, que représentent ces scènes pour vous, ces séquences? Alors, il va en parler juste après, Karim, parce que Karim a fait une formation aussi, donc il m'a aussi montré plein de choses. Mais aussi, on était accompagné aussi par Madi, qui était vraiment croque-mort, croque-mort du coup, et qui était là pour superviser aussi toutes les scènes, pour les faire vraiment comme c'est écrit aussi, comme c'est écrit pour le rituel, quoi, pour le respecter à la lettre. Ce que ça représente, c'est ça la dernière question. Oui. La mort. ça va être dur de répondre à cette question, mais non, mais vraiment, moi, c'est un film, en même temps qu'on le tournait, ça me faisait cogiter tous les jours, parce que chaque phrase, chaque situation, chaque situation de mort où on est confronté à quelqu'un, ça peut, voilà, on se remémore aussi tous ses souvenirs. De toute façon, c'est un personnage assez complexe avec énormément de facettes différentes, mais aussi, ça nous touche. Enfin, moi, personnellement, ça me touche à plusieurs endroits, du coup, je pouvais relier ces trajectoires-là à ma vie, à mon passé, et pouvoir du coup utiliser
ce que j'ai vécu aussi pour le film. Mais oui, c'est des scènes assez fortes, généralement. Voilà. Ouais, pour la suite. Alors, on n'appelle pas ça thalapracteur parce que c'est vraiment c'est le rituel du lavage en fait. Donc dans l'islam, on le fait pour tous les morts. Donc moi j'ai fait un stage d'immersion dans des pompes funèbres pour observer, etc. Non seulement le rituel lui-même, mais aussi l'accompagnement des familles, parce qu'il y a tout ce travail-là d'accompagnement des familles. Et donc la personne qui a coaché les acteurs, c'est la personne dont est inspirée l'histoire. Et alors pour moi, ce que je trouve très... Alors, au niveau symbolique, moi je trouve que c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans la mythologie grecque, qui est le Styx en fait, qui est le passage du monde des vivants au monde des morts. Et pour moi, ça a vraiment cette fonction-là, c'est de dire le dernier adieu aux morts, en fait. Et voilà, et du coup, parce que la famille peut y participer. Des fils lavent leur père, souvent, ou des neveux, leurs oncles, des filles, leur mère, etc. Donc c'est vraiment la possibilité de dire un dernier adieu à la personne qui part. Aujourd'hui, ce 26 juin, sort dans les salles Le Comte de Monte Cristo.
l'équipe était au Festival de Cannes et nous étions à la salle des conférences de presse et nous avons aussi posé une question. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi, j'ai une question pour les réalisateurs. Nous, en tant que spectateurs, quand on a vu pas mal de versions, ou même parfois des pièces de théâtre sur le personnage, on s'amuse à repérer des choses que l'on n'a jamais vues dans les autres. Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose, un exercice qui a fait partie de votre travail d'écriture pour l'adaptation? Et puis pour les comédiens, interpréter comme ça un personnage et qui a déjà été joué, est-ce que vous faites abstraction de tous les autres comédiens qui ont joué? Alors là, notamment, il y a des gens de théâtre, il y a Monsieur Lafitte, vous êtes à la Comédie Française, donc vous êtes habitué à reprendre des personnages. Comment? Non, je disais j'étais. Ah d'accord, pardon. Merci. Récent, au générique, c'est marqué pourtant encore. Oui. Voilà. Merci. En tout cas, voilà, comment on perçoit cela quand on réinterprète un personnage qui a déjà été joué par vos pairs? Merci. Alors, première question. En fait, quand on a la gageure de l'adaptation, c'est que le roman fait à peu près 1400 pages. Si vous le remettez en version de scénario, vous êtes à, je sais pas, 3000 pages, et que vous avez droit, vous, à 300 pages de scénario. Vous avez de toute façon l'obligation de faire des choix et d'être... J'ai vu la tête de Dimitri sur les 300 pages. Donc c'est le choix, c'est de faire une sélection. Et au fond, on n'a pas tellement regardé les différentes versions avant nous. On en a regardé une ou deux pour voir justement ce que les metteurs en scène avant nous avaient choisi de garder ou de conserver ou de ne pas conserver. Mais on s'est surtout concentré sur nous, l'écriture qu'on avait envie de faire du roman, la réécriture du roman, et de suivre le personnage d'Edmond Dantès, d'être vraiment complètement de son point de vue. Et ensuite, on a vraiment repris la main sur l'écriture de ce film, mais sans vraiment chercher à se démarquer des versions précédentes. On s'est dit que, de toute façon, le livre existera pour toujours. Il y aura des films avant nous, des films après nous, et qu'il fallait qu'on essaye de faire la version la plus personnelle possible, parce que c'est ça qui était intéressant. Jouer? Oui. Jouer. Jouer. Voilà, jouer. Est-ce que ça t'évoque l'orthographe? Jouer. Moi, j'ai pas du tout regardé, par exemple, d'autres versions de Monte Cristo. Et quand je joue un rôle qui a déjà été joué par d'autres acteurs, ce qui arrive plus souvent au théâtre qu'au cinéma, mais ça arrive aussi au cinéma, comme vous l'évoquiez, j'ai tendance au contraire à faire abstraction de tout ce qui a été fait avant pour être ni impressionné ni influencé. Donc personnellement, j'ai pas du tout regardé d'autres versions. Je suis retombé un peu par hasard sur la version de Jean Marais, qui devait fonctionner à l'époque. J'imagine. Non, mais c'est trop facile d'arriver 40 ans après et de dire c'est un peu vieilli. Mais je suis pas tombé, en tout cas, j'ai pas regardé une version intimidante du personnage de Vous travaillez non plus. J'ai pas travaillé, c'est un principe de base. Voilà. Je peux rebondir? Oui, mais je voulais justement, Anaïs, parce que j'ai extrêmement envie de rebondir. Non, c'est que je voulais dire aussi, c'est vrai que quand on s'empare d'une œuvre aussi universelle, que les gens connaissent, pour nous acteurs, c'est vrai que la facilité, c'est plus de s'approprier les choses, quoi, et de chercher son propre chemin vers le personnage. Mais c'est vrai qu'on sent, quand les gens nous en parlent, qu'il y a déjà quelque chose qui précède le film, en fait. C'est tout l'imaginaire que les gens ont nourri en lisant le livre. Et donc moi, je sais que quand on me dit « Ah, tu joues Mercedes !» avec des yeux comme ça, je me dis, oula, il a beaucoup d'attentes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, Mercedes? Et il y a des gens qui seront déçus, des gens qui seront surpris, parce qu'il y a effectivement plein d'adaptations et de choses transformées par l'écriture et par le scénario de Mathieu Alexandre. Oui, il y a 24 ou 25 versions, non, je crois, adaptation de cette histoire, déjà. En gros, non, mais c'est vrai que c'est un rôle assez génial. Tu l'as vraiment bien résumé parce que c'est un rôle secondaire, mais qui contient énormément de choses. Il y avait ce défi du temps qui passe, des deux époques, l'insouciance de ce personnage au début, une jeune femme qui est assez sauvage malgré sa bourgeoisie. J'aime bien parce on sent qu'elle a un fond très libre et qu'elle a une espèce de croyance dans l'existence. Elle pense que les choses vont bien se passer. Et puis finalement, la vie la rattrape et la violence de cet amour perdu l'éteint un peu pour toujours. Et voilà, moi je trouve que c'est les plus beaux personnages, c'est les grandes amoureuses qui sont finalement contrariées
et qui peuvent pas aller au bout de leurs sentiments. C'est des très très beaux personnages de cinéma. Il y a plein de films que j'adore et qui... Effectivement, avec Alexandre et Mathieu, on voulait que le regard d'Edmond Dantès reste pour que les spectateurs puissent avoir accès à l'émotion, reconnaître quand même Edmond sous ce maquillage et sous ce personnage. C'était très important pour pas avoir complètement quelqu'un d'autre et du coup décrocher un peu de l'empathie très importante pour suivre un personnage. J'en profite justement pour rendre hommage quand même au travail des maquilleurs et notamment de Pierre-Olivier Persin qui a fait les maquillages sur ce film. On a passé je sais pas 150 heures je crois ensemble, moi sur la même chaise pendant 150 heures sur les 75 jours de tournage et la préparation. Ça a été un travail de vraiment à la fois d'artisan et d'artiste très précis. Il est très fort. Je regrette, je le dis là, j'en profite, qu'il n'y ait quand même pas de récompense pour les maquilleurs qui font un travail quand même absolument incroyable. Il y a plein de pays où il y a des récompenses pour les maquilleurs, on ne l'a toujours pas en France, donc voilà, j'en profite pour le dire, ça serait vraiment, je crois, cohérent et logique au vu du travail qu'ils font. Ils sont payés quand même. Non, ils sont payés. Non, ils sont. Ils sont payés. C'est comme s'il n'y avait aucune reconnaissance. Non, il y a la reconnaissance du salaire. Ça, elle est là. Ça, on leur enlèvera pas. Mais toi-même sur tapis, c'était Pierre-Olivier Persin aussi, donc voilà, il est très fort, il a fait plein de films américains aussi, bref, et il y en a plein d'autres. Et oui, c'était étrange de se voir avec ce visage les premières fois, et puis peu à peu, en fait, je passais tellement de temps avec le visage du comte de Monte Cristo que les gens, quand je me démaquillais le soir, le peu de gens qui restaient à la fin de la journée faisaient en me revoyant normal, ils disaient oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils me voyaient le matin, on arrivait avant tout le monde, 4 heures avant tout le monde pour faire le maquillage, et puis le temps de démaquiller 1 heure, 1 heure et demie. Donc en fait, les 90% des gens sur le plateau me voyaient en comte de Monte Cristo, parfois pendant des semaines d'affilée. Et du coup, c'était étrange pour eux. Et au bout d'un moment, on avait complètement accepté que c'était mon visage. Mais un de nos grands plaisirs, c'est de voir que les gens nous en parlent, mais pas tant que ça. Et c'est un compliment parce que c'était le but, c'est que ce soit pas un truc trop performatif ou trop, qui dévore un peu le film, cette histoire de masque. Donc on est content et encore une fois c'est grâce au travail des maquilleurs.
Aujourd'hui, ce 26 juin, sort dans les salles le film de Takis Kandilis, L'enfant qui mesurait le monde. Nous avons rencontré le réalisateur aux rencontres du cinéma de Gérard May. Mais il se trouve que le roman, c'est une histoire un peu différente. C'est un Américain, un gréco-américain, qui travaille d'ailleurs, qui est architecte, lui, par contre, et qu'on appelle pour la mort de sa fille. Il arrive, et sa fille est spécialiste des théâtres antiques, et lui va faire pendant 10 ans, va visiter tous les théâtres antiques de Grèce. Je crois qu'il y en a 675 qui existent, qui sont encore debout, et va faire un mémoire sur les théâtres antiques, et il revient à Kalamaki, à Lille, et sa voisine, c'est Maraki, qui, elle, a un petit garçon qui est autiste. Et il va se lier d'amitié avec ce petit garçon. Et le maire et le père du gamin. Donc, ça est un peu compliqué. Et moi, j'ai évidemment adapté le texte pour que le héros soit le plus impliqué possible dans cette histoire. Et c'était, à mon avis, plus fort qu'il en soit le grand-père. Et d'ailleurs, Métine m'a dit « Ah, ça, c'est quand même une bonne idée, j'aurais peut-être pu l'avoir. » Mais il a fait vraiment... C'est un très joli roman, je le conseille. Il va ressortir pour la sortie du film qui est prévue le 26 juin. Et vraiment, c'est un très beau roman. Je crois que le SMIC en Grèce doit être aux alentours de 700 €. Il faut aux gens deux métiers, quelquefois 3 métiers. Le week-end, ils bossent très très tard. Les gens travaillent beaucoup pour des salaires de misère. Et avec des prix, le plein pour une voiture, ben, c'est plus cher qu'en France. On est à 2,20 €, donc voilà, on est devant une réalité économique qui est très difficile. Et la crise, malheureusement, a amplifié ça, puisque maintenant les familles sont réunies. Il est très peu rare qu'une famille, un jeune couple avec des enfants, vive chez les grands-parents et que tout le monde se partage 2 ou 3 pièces dans Athènes pour vivre ensemble parce que les loyers sont trop chers. Donc c'est un pays qui souffre, c'est un pays magnifique que tout le monde visite, tout le monde, les chanceux peuvent visiter, mais en même temps il y a une réalité économique et je voulais vraiment parler de cette Grèce-là, pas montrer la Grèce qu'on voit sur les dépliants touristiques avec des ânes qui marchent, qui remontent des marches dans des maisons blanches comme ça, mais avoir une réalité. D'ailleurs un des personnages est corrompu, d'ailleurs ça renvoie notre héros à sa propre corruption qu'il avait faite en France, mais les gars du bistrot disent et si nous on nous avait proposé d'être corrompus, est-ce qu'on n'aurait pas accepté? Voilà, donc c'est vrai que j'ai voulu traiter de ces sujets et de ces questions finalement un peu qui se posent à chacun. Il y a quelque chose qui est très important dans votre film, c'est aussi le lieu d'être justement que ce soit une île et en même temps les personnages n'ont pas l'intention de partir, quoi. C'est quelque chose, même si c'est difficile, ils sont là et ils s'ancrent et en même temps, ben justement, ils incitent le personnage aussi à rester avec lui, à lui faire admirer cela. Donc je pense que c'était important ça dans votre film. Bien sûr, l'île était importante déjà symboliquement pour amener notre personnage des tours de la Défense à quelque chose qui est dans une échelle complètement différente. Et puis aussi le fait qu'il casse son téléphone au début, et finalement il n'a plus aucun moyen de communication avec son passé. Il est obligé de faire avec. Et il y arrive parce que tout d'un coup il trouve un code et il va pouvoir envoyer et dialoguer en vidéo avec son assistante. Mais il est coupé de cette réalité. Il fallait absolument qu'il soit coupé pour qu'il se mette à réfléchir sur lui-même et qu'il se permette de réfléchir sur lui-même. Donc oui, cette île, bon, c'est aussi le symbole de la Grèce. Hein. On parle beaucoup de la Grèce et des îles, bien sûr. Alors j'ai tourné dans une île qui est là aussi un peu particulière, parce que c'est pas les îles blanches avec, dont je parlais tout à l'heure, c'est une île, ce qu'on appelle néoclassique, c'est-à-dire que c'est des îles qui se sont faites, qui sont d'origine italienne, c'est un mélange entre la Grèce et l'Italie. Et c'est une île qui, le reste, toute l'année, est quasiment déserte. Et l'été, tout d'un coup, se peuple de 20 ou 30 000 personnes, c'est complètement fou. C'est une île où il n'y a pas de voiture, où tout se fait en moto, ou en vélo, ou en taxi-boat. Et donc, je voulais montrer aussi cette chose où les taxis sont des bateaux, quoi.
Et malheureusement, c'est aussi une île très très bruyante, parce qu'il y a toujours des bateaux qui passent à l'horizon, toujours. Il y a toujours des motos qui roulent. Hey boys, did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You saw how they all ran! Especially the monks! The third time was the best! Nothing left! Hey! Je vous dis à la rentrée prochaine, donc on se retrouve le premier mercredi du mois de septembre. Je vous souhaite de passer un bel été, beau mois de juillet, beau mois d'août, du repos. Nous aurons les Jeux Olympiques, nous aurons la fin de la Coupe d'Europe de football. Et puis, quand j'enregistre cette émission, eh bien, la France est qualifiée, avec du mal bien sûr, mais elle est qualifiée. Avec tout ce qui nous attend, tout ce qui va nous tomber sur la tête, eh bien, espérons que ce ne soit pas aussi catastrophique que cela peut paraître, que ce ne soit pas la catastrophe annoncée par le président Macron. Alors, espérons que la France se redresse et espérons que la culture, eh bien, puisse parler de tous les sujets d'actualité, de toutes les différences. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que le cinéma et la culture puissent parler de toutes les différences, de toutes les injustices, et que cette culture, eh bien, elle continue à nous cultiver et non à nous séparer. En tout cas, nous, on se retrouve à la rentrée. Très bel été à tous. Un très bel été, bien sûr, à l'écoute de Radio Soleil Provençal. Vous retrouverez les Zoom Ciné le mercredi 4 septembre. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.